Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour notre deuxième webinaire, consacré à choisir le meilleur label environnemental pour mon entreprise. Donc, je suis Mathilde Benedetto, consultante tourisme à la CCI du Var, donc, qui est la CCI tête de réseau en matière de tourisme dans la région PACA. Donc, je suis accompagnée de Charlotte Glaise, consultante chez RSE, Audit et Conseil. Bonjour. Donc, ce webinaire, il fait partie d'une série de 3 webinaires consacrés au tourisme durable. Donc, ces webinaires, ils sont réalisés grâce à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et plus particulièrement grâce au Fonds tourisme durable qu'elle pilote. Donc, on est ensemble pendant 1h30, répartis de la façon suivante. Donc, tout d'abord, la présentation interactive animée par Charlotte est découpée en 3 grandes parties. Donc, elle vous présentera dans un instant, ponctuée par des temps d'échange à chacune de ces parties. Ensuite, je vous présenterai le Fonds tourisme durable. Et enfin, je vous rappellerai la date du prochain webinaire. Donc, avant de commencer, je vous rappelle quelques consignes dans un premier temps pour le bon déroulement du webinaire. Donc, vos micros et vos caméras ont été coupés pour le confort de tous. N'hésitez pas donc à poser des questions via le chat. Comme je vous disais, à chacune des 3 parties du webinaire, Charlotte consacrera un temps pour répondre à vos questions. Aussi, ce webinaire est enregistré, donc vous recevrez le lien du replay par mail dans les prochains jours. Et un questionnaire de satisfaction vous sera aussi envoyé par mail. Voilà, je laisse la parole à Charlotte. Bon webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous avons à peu près entre 1h et 1h30 pour échanger avec vous, hébergeurs et restaurateurs, sur cette question de choix du meilleur label, on va dire, environnemental pour vos infrastructures. Donc là, l'objectif de ce webinaire est de pouvoir vous dresser, on va dire, quelques éléments qui vous permettront, pour vous, toutes et tous, avoir les éléments clés qui vous permettront de faire un choix si vous souhaitez vous lancer, vous engager dans cette démarche de labellisation de votre infrastructure. Donc, je n'irai pas dire quel label est le meilleur, attention. Par contre, je vais vous donner des éléments qui vous permettront de pouvoir avoir des critères qui vous permettront de faire le meilleur choix. Donc, on va séparer ce webinaire en 3 temps. Le premier, on va revenir sur qu'est-ce que la labellisation environnementale, en repartant quand même sur le contexte, les définitions et quelle est son utilité, quels sont ses usages, parce que c'est important de bien comprendre ça avant de se dire qu'est-ce qu'on en fait derrière et quel label choisir, surtout. Le second temps, il sera plutôt basé autour d'un panorama. Donc, je vais essayer de vous donner un panorama des labellisations environnementales existantes, à la fois pour les hébergeurs, mais à la fois pour les restaurateurs. Voilà, ça vous permettra d'avoir quelques... Alors, ce n'est pas exhaustif, mais déjà avec ça, ça vous permettra d'aller creuser derrière cette présentation. Le troisième point, plutôt donc orienté sur quels sont les critères qu'il faut vraiment prendre en compte quand vous vous lancez et quand vous allez choisir une labellisation environnementale. C'est important. Il faut quand même, selon moi, avoir quelques critères à bien avoir mesuré, on va dire, pour se dire sur quel label on va aller et puis surtout quelles sont mes conditions internes pour se lancer parce que effectivement, ce n'est pas une démarche unique en une seule fois, c'est une démarche pérenne dans son infrastructure et une fois qu'on l'a lancée, c'est de l'amélioration continue, donc elle ne s'arrête pas. Voilà. Donc, et tout ça, il faut bien l'avoir en tête puisque ça prend du temps et des moyens et c'est important pour moi que vous ayez l'ensemble de ce, on va dire, contexte global pour se dire après sur quel label choisir. Labellisation. On démarre. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, j'aime bien démarrer par vous poser une question. Donc, n'hésitez pas à répondre dans le chat. C'est surtout ce simulem-là qu'on va avoir sur ces quand je vais vous poser les questions. Selon vous, à quoi sert une labellisation environnementale? Et puis, Mathilde me donnera les quelques mots-clés qui en sont ressortis.
Donc, n'hésitez pas, répondez sur le chat pour qu'on puisse se noter ces quelques aspirations. Donc, à quoi sert une labellisation environnementale selon vous? On se laisse une petite minute de réflexion. Allez-y. Vous avez vu au niveau du chat, vous avez la petite bulle pour communiquer. Certains d'entre vous ont déjà dit bonjour. N'hésitez pas à continuer dans votre lancée et à mettre vos idées. Après, vous avez aussi le droit de ne pas savoir, hein. C'est aussi le contexte de ce webinaire, de vous informer là-dessus. Mathilde, on a quelques mots Alors, qui ressortent oui, on a quelques mots. On a donc formalisation d'une démarche RSE, reconnaissance du public, à faire savoir à nos clients nos engagements, l'embauche nouvelle génération. Si je vais trop vite, excuse-moi. Non, je note en même temps. Embauche de nouvelles Réduire les générations. impacts de son activité. OK. Montrer notre engagement. Montrer l'engagement. Communiquer. Gage de qualité. Gage de qualité. L'engagement, on l'a beaucoup. Hein. Ouais, engagement, gage de qualité, montrer son Valoriser engagement. l'établissement dans le changement vers un tourisme plus respectueux de l'environnement. Valoriser l'établissement. OK, très bien. Positionner l'établissement. S'engager dans une trajectoire durable et d'avenir. Vous avez pas mal d'idées, c'est bien. OK, super. Allez. Attirer de nouvelles clientèles, enfin voilà. OK. Formaliser son engagement, faire savoir, valoriser auprès des nouvelles embauches et des nouvelles générations, hein, gage de qualité, valoriser dans le changement le positionnement de son établissement dans la prise en compte des impacts. Tout ça, effectivement, ce sont des objectifs auxquels répondent, on va dire, ces labellisations environnementales aujourd'hui, que ce soit pour des infrastructures touristiques, hôtelières, d'hébergement ou de la restauration. Alors, il y en a, vous allez voir, qui sont un peu plus matures que d'autres. Ça veut dire qu'en fait, ces labellisations, ça fait un peu plus longtemps qu'elles existent, notamment pour l'hébergement touristique. Elles sont plus récentes pour les restaurateurs, mais on voit qu'effectivement, la recherche derrière, ultime, elle est là, c'est d'aller chercher une reconnaissance, on va dire, d'un gage de qualité sur sa démarche environnementale. Et effectivement, tout ça dans le temps, et elle a plusieurs bénéfices. Cette labellisation. Elle est à la fois pour son image de marque auprès des clients, mais elle est à la fois interne pour pouvoir valoriser toute la démarche et engager les collaborateurs, qu'ils soient en interne ou en externe. Hein. C'est aussi de pouvoir générer une reconnaissance qui soit visible pour les autres. Donc, pour les autres aussi dans le recrutement auprès des fournisseurs. Donc, vraiment, ces labellisations environnementales, elles ont vraiment des bénéfices. Elles ont des utilités, on va dire, et des bénéfices qui sont vraiment intéressantes pour grandir dans sa démarche de performance environnementale, que l'on soit au début, hein, de tout début, qu'on ait commencé à engager sa démarche, ou alors qu'on soit un peu plus mature, c'est-à-dire qu'on a déjà engagé pas mal d'actions et puis qu'on cherche à aller un peu plus loin et puis qu'on cherche à se faire reconnaître. On voit qu'effectivement, en fonction des organisations, des enjeux, des infrastructures, et généralement, soit on s'en sert pour démarrer aussi, parce que c'est aussi un bon moyen de démarrer dans une démarche, mais aussi on en voit qui sont déjà bien avancés, qui se disent ok, on regarde derrière dans le rétroviseur, on a fait beaucoup de choses et puis on a envie d'avoir une reconnaissance qui soit visible. Logo, marque, certificat, on cherche de la visibilité. Donc ça va dépendre aussi de là où vous en êtes, en fait, dans votre démarche, mais elles peuvent être utiles à chaque moment. Et c'est ça qui est important d'avoir en tête. Donc revenons sur quelques, on va dire, fondamentaux. Avant de passer sur le panorama. Les labellisations environnementales, il y en a pas mal hein, sur le marché, une grande variété. Donc, on parle aussi de certification.
ou de labels environnementaux. Donc, c'est des termes effectivement dont vous devez avoir entendu parler. Elles peuvent être diverses et variées selon le secteur professionnel. Là, on va cibler sur votre secteur d'activité, mais on en retrouve dans tous les secteurs d'activité. Elles peuvent cibler des activités, donc des produits, des services ou même des équipements. Donc là, on ne va pas passer sur l'ensemble de ces sujets-là, mais voilà, il faut savoir qu'en fait, le panorama des labellisations peuvent porter sur vraiment pas mal d'activités, de produits ou de services. Peut-être que les produits, par exemple, qui sont labellisés ou éco-labellisés européens, ça vous parle. Voilà. Donc ça, on va voir sur des marquages sur des produits. Ils peuvent aussi parfois avoir une portée plus générale, c'est-à-dire qu'on va avoir aussi des labels qui portent sur une activité managériale ou d'organisation. Voilà. Donc, on a vraiment un panorama dans lequel c'est important de pouvoir bien se retrouver et pour pouvoir choisir le meilleur. Et vous voyez, c'est bien ce contexte-là qu'on cherche à appréhender aujourd'hui. Ces certifications, ces labels, souvent, ils correspondent à un référencement ou un référentiel, une qualification ou une certification. On va avoir deux approches différentes. Une certification, généralement, on va aller se certifier par rapport à une norme, à un référentiel existant. Voilà, donc souvent c'est une tierce partie qui vient donner cette certification-là. Le label environnemental, on est aussi dans cette même approche, mais souvent il répond à un cahier des charges avec des critères qui sont bien précis. Les labels environnementaux, qu'est-ce qu'ils cherchent derrière? Donc répondre à des critères qui permettent de mettre en avant la performance environnementale, donc des produits ou des services, et qui ont surtout un impact réduit sur l'environnement. C'est ça qui est recherché derrière le label environnemental. Souvent, ces labels environnementaux, donc là je zoome sur les labels environnementaux, ils ont souvent une approche, on va dire, holistique, puisqu'ils vont aller traiter l'ensemble des impacts environnementaux générés par un produit ou un service, mais ils abordent aussi des questions de plus en plus, excusez-moi, il y a une coquille, les approches sociales et de santé. Donc, ils sont quand même assez holistiques. Hein. Donc, ce sont des labels qui vont avoir une approche même globale plus de développement durable. Ils sont soit publics ou privés, donc ça veut dire qu'ils ont été rédigés avec des cahiers des charges et des critères qui émanent de la sphère publique, ou alors ce sont des acteurs du privé qui ont décidé, on va dire, de créer tout un référentiel avec un label à la clé qui permet d'identifier, de déterminer la qualité, on va dire, de la performance du produit. Donc, soit des publics, soit des privés. C'est important là aussi d'aller creuser, d'aller regarder quand vous allez aller chercher un label, d'où il vient. Ça ne veut pas dire que la qualité est bonne ou moins bonne, hein, mais ce qui est important, c'est de se dire qu'effectivement, derrière, il faut qu'il soit reconnu, on va dire qu'il ait la certification, la labellisation par un tiers qui soit indépendant. Voilà. Le périmètre des labels, il est là aussi, comme je vous disais tout à l'heure, très varié. Hein, il touche l'alimentaire, l'hygiène, l'habillement, l'ameublement, le multimédia, mais voilà, il touche aussi l'hébergement et la restauration. Donc, vous avez, des labels qui sont spécifiques au service de l'hébergement au sens large et au service de la restauration au sens large. Ça ne vous empêche pas après d'aller rechercher des produits quand vous travaillez dans votre quotidien avec des produits qui soient labellisés. Mais là, aujourd'hui, on partira vraiment pas sur les produits, on va aller sur une labellisation de services. Ce qui est important à bien avoir aussi à bien connaître et à bien avoir, on va dire, dans son périmètre quand vous réfléchissez à quel label, sur quel label vous orientez, il faut que ce soit souvent un référentiel qui soit élaboré soit par des associations de consommateurs, des institutions publiques, des acteurs privés, mais il faut qu'il soit vraiment indépendant. Donc ça, c'est important. Il faut qu'il soit réfléchi, on va dire, ce label environnemental, et c'est mieux, on va dire, hein, mais sur l'ensemble du cycle de vie, donc du produit ou d'un service. Donc là, d'un service, ça veut dire sur un hôtel ou une restauration, sur l'ensemble des activités de l'hôtel. Voilà, donc c'est intéressant qu'il y ait vraiment tout le cycle de vie, on va dire, du service qui soit amené par ce référentiel-là de cette labellisation, qui est réfléchi à quels sont les indices ou les critères qui soient pertinents. Sur le plan souvent environnemental, comme je vous disais, social,
éthiques et sanitaires. Vous verrez effectivement, quand on va parler des labels environnementaux, ils ne se basent pas uniquement que sur les critères environnementaux. Ils sont plus larges, ils respectent vraiment, ils sont plutôt en cohérence avec les respects des principes du développement durable. Donc, ils sont intéressants pour pouvoir aller, comme vous le disiez tout à l'heure, aller, on va dire, valoriser votre démarche d'engagement, puisqu'ils sont holistiques et souvent, ils prennent en compte l'ensemble de ces critères-là. Pour obtenir ce label ou ces certifications, donc vous, en tant qu'hébergeur et restaurateur, vous devez en fait respecter l'ensemble des exigences qui sont souvent définies derrière, soit par un référentiel ou un cahier des charges. Ce sont deux termes que vous pourrez lire ou entendre, donc avec généralement une centaine de critères ou d'indicateurs qu'il faut couvrir, donc c'est-à-dire des pratiques qu'il faut mettre en place pour pouvoir répondre ou prétendre en tout cas à ces labellisations, ces certifications-là. Voilà. Donc ce sont souvent des référentiels ou des cahiers des charges qui sont pour pouvoir répondre à ces enjeux, on va dire, de développement durable, assez, on va dire, costauds en termes de nombre de pratiques et de critères attendus. Donc ça aussi, il faut bien l'avoir en tête. Et dernier point, dans, on va dire, tous les éléments à bien avoir en tête sur la partie contextuelle, l'ADEME, donc, qui est l'Agence de l'environnement de la transition écologique aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle préconise? Elle préconise qu'en fait, les labels environnementaux qui ne disposent pas de référentiel ni de certification à la clé par un tiers, effectivement, ce sont moins des labels à prioriser. Voilà. Donc, ils sont souvent des labels qui ont des référentiels et des certifications à la clé. Ce sont des labels, on va dire, qui sont plus robustes en termes de qualité et donc d'exigence en fait attendue et donc d'exigence et donc de niveau de maturité de votre système de management environnemental, on va dire, ou de développement durable, puisque aujourd'hui on est sur un élargissement des critères et qu'on est vraiment sur les principes du développement durable de manière plus globale. Donc la labellisation environnementale, qu'est-ce qu'elle doit permettre? Et vous l'avez dit aussi tout à l'heure, pour vos clients, pour vos partenaires, pour les futurs employés. Quand vous êtes engagé dans une labellisation environnementale, que vous l'affichez, vous communiquez auprès de l'ensemble de vos parties prenantes, donc qui peuvent être diverses et variées. On a parlé des collaborateurs, des clients, mais ça peut être vos prestataires avec qui vous travaillez. Quand vous êtes un hébergement, ça peut être le restaurateur aussi d'à côté avec qui vous travaillez, vos propriétaires aussi de sites, donc des bâtiments dans lesquels vous avez vos hébergements ou vos restaurants, les artisans avec lesquels vous travaillez. Ce qui est important quand vous avez vous êtes engagé dans une démarche de labellisation environnementale et qu'en plus vous l'affichez, ça permet vraiment à toutes ces parties prenantes-là en fait, de se dire qu'en fait, ils travaillent avec des acteurs qui sont engagés et impliqués en matière d'environnement et plus globalement dans le développement durable et que vous êtes soucieux de l'ensemble de vos parties prenantes sur la réduction d'impact. Donc c'est vraiment effectivement un gage, on va dire, vous l'avez dit tout à l'heure, j'essaye de reprendre vos termes, mais de qualité de démarche de développement durable et ça vous permet en plus d'avoir une information généralement fiable sur la qualité donc écologique des produits et des services. Donc ça, c'est vraiment un bénéfice important et surtout, ça vous permet de valoriser aussi les efforts de l'entreprise. Donc vous avez mis en place ou vous êtes en train de mettre en place, ça dépend vraiment de là où vous en êtes en matière de protection de l'environnement et de développement durable. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages, on va dire, à se lancer ou on va dire à implémenter donc, dans son organisation cette démarche de labellisation puisqu'elle permet vraiment de vous faire reconnaître comme acteur engagé. Toujours bien sûr avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure, les critères à bien choisir pour trouver les bons labels qui vous correspondent aussi et par rapport à vos enjeux d'activité. Très très important. Point important également, donc, et pour continuer dans ce que ce que j'étais en train de dire, pardon, la labellisation, c'est vraiment le résultat qui est visible. Voilà, donc souvent, cette labellisation, elle est accompagnée d'un marquage, d'un logo. Donc déjà, le premier point, c'est qu'elle est visible visuellement, voilà, en termes de communication. Et en plus de ça, elle permet de pouvoir dire à vos clients que vous êtes engagé dans un processus interne. C'est-à-dire que là, vous avez une démarche interne qui est vraiment
engagés et que cette démarche interne-là, son objectif, c'est d'aller vers la performance environnementale. Donc, c'est vraiment, on va dire, l'utilité première qu'il faut bien avoir en tête. Ce qu'on disait aussi juste avant, c'est qu'elle permet d'avoir un positionnement d'acteur engagé et aussi, ce terme-là est transparent. Quand on est dans des démarches de développement durable, on doit respecter des principes et parmi les principes, il y a aussi ces principes de transparence. Donc, quand on est engagé dans une démarche de labellisation, c'est-à-dire qu'on va dire on ouvre un peu sa démarche interne et on la communique. Et on la communique avec des choses qui sont très concrètes sur ces pratiques. Donc, il y a ce principe de transparence qui est bien respecté et qui est intéressant, moi, je trouve, dans les démarches de développement durable des hôtels et restaurants. Et ça permet là aussi de pouvoir de s'améliorer derrière, parce que quand on est transparent, ça veut dire qu'on communique et la communication doit engager du dialogue avec ses clients sur ce sujet, avec ses partenaires sur ces sujets-là, et ça permet normalement de pouvoir s'améliorer in fine. Pour le client, vous l'avez dit aussi, c'est de l'attractivité. L'attractivité du label va vraiment dépendre de sa notoriété et la crédibilité du tiers, donc important. Là aussi, quand vous allez choisir des labels, regardez que ce label soit aussi reconnu et connu. Parce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi de plus en plus de petits labels, on va dire indépendants, qui sont d'une démarche, on va dire interne, qui peuvent être aussi très bien, parce que très bien travaillés par les experts sur ces sujets-là. Mais là aussi, vos clients, aujourd'hui, ce qui est important pour eux, et ce qui est important pour vous, c'est de les amener vers un label aussi qui est reconnu. Donc, pour qu'il soit reconnu, c'est qu'il faut qu'il soit connu. Donc, voilà, les labels, l'attractivité du label est vraiment aussi importante. Et moi, je vous engage voilà, à aller choisir des labels plutôt reconnus. Et si ce sont ceux qui sont un peu moins connus, d'expliquer à vos clients, en tout cas votre démarche de labellisation derrière, et de donner les noms, et d'avoir les logos, on va dire, les marquages pour vous associer à ces marques-là quand vous allez expliquer votre démarche. Ce qui est important aussi à avoir bien en tête, c'est que c'est une décision pour vous qui est un vrai enjeu stratégique, là aussi, parce qu'en fonction de ce label que vous allez choisir, ça engage la crédibilité. Voilà. Donc, auprès des clients, partenaires et fournisseurs, dans la continuité de ce que je viens de vous dire juste avant. Donc, important là aussi, en termes d'enjeu, pour vous, de ne pas aller vers n'importe quel label. Et ce qu'il faut avoir bien en tête, et on la creusera plus dans cette troisième partie, c'est que ces démarches de labellisation, elles prennent du temps. Voilà, elles prennent du temps, elles ne sont pas engagées en se disant, allez, là, je suis fermée pendant un mois et demi, j'y vais. Alors oui, c'est très bien pour pouvoir capitaliser sur ce temps-là pour démarrer, parce qu'il y a plein de choses à faire, son autodiagnostic, mais ça ne s'arrête pas là. Ça veut dire qu'elle va s'arrêter, elle va continuer. Elle va progresser, elle va se cranter d'ailleurs au fur et à mesure, parce qu'on ne va pas pouvoir mettre aussi tout en place parfaitement tout de suite. Donc elle prend du temps, elle prend des moyens. Souvent, vous allez voir, derrière certains critères, ça engage aussi parfois des équipements. Voilà, il faut se mettre en place certains équipements. Il faut peut-être revoir l'éclairage, il faut peut-être voir l'installation de mousseurs sur les robinets. Voilà, donc ça nécessite de pouvoir budgéter, on va dire, les équipements. Donc il faut mettre en place et puis les moyens humains, parce que pour pouvoir mettre en place tout ça, il faut des hommes et des femmes qui les organisent, qui fassent la technique, qui planifient et puis qui aillent faire un suivi derrière. Voilà. Donc important, ça nécessite donc d'être anticipé et bien préparé. Donc ça, c'est vraiment un conseil très important qui doit faire partie aussi bien, on va dire, que de la crédibilité du label à les choisir, à bien mesurer quand vous vous lancez. Donc, comme je vous le disais là aussi, donc là, pour finir sur ce point-là, sur cette première partie, si pour votre démarche de développement durable, vous privilégiez les certifications et labellisations, parce que vous pouvez très bien avoir une démarche de développement durable, sans labellisation et sans certification. Par contre, si vous l'accompagnez de cette reconnaissance, il est important de bien se renseigner, voilà, sur les labels avant de s'engager. Plusieurs bénéfices à ces démarches de labellisation. Vous en avez évoqué pas mal tout à l'heure. Ils sont nombreux, ils sont vraiment nombreux. Il permet d'attirer une nouvelle clientèle, on le voit, là aussi on le constate.
on a une clientèle de plus en plus jeune et qui est sensible aux enjeux du développement durable. Donc, allez-y, nourrissez cette clientèle, on va dire, d'informations sur ce que vous faites, et les labels font partie de ces reconnaissances de plus en plus connues du grand public. Je vous ai mis au milieu là cette petite animation qui est intéressante, qui est source d'ATR, hein, d'Agir pour le tourisme durable, qui date de 2020, qui ont fait une étude auprès des touristes et qui ressort qu'en fait 70% des touristes en France, hein, privilégient les entreprises qui sont labellisées. Voilà, donc 79% trouvent important que les entreprises soient labellisées. Donc ce sont des chiffres récents. Donc c'est une tendance du marché, voilà, sur laquelle il est important d'aller capitaliser. Valoriser, donc un autre bénéfice, valoriser officiellement, hein, l'engagement et les actions en faveur de votre protection de l'environnement, de votre hébergement ou de votre restauration. Et puis ça permet aussi de faire des économies importantes. Donc à la fois sur les consommations d'énergie, de déchets, l'usage des produits. Donc là aussi, important en termes de double bénéfice, on va dire, sur la partie économie d'impact environnemental et aussi économie financière. Se démarquer des concurrents en affichant un engagement fort et responsable, hein, parce qu'effectivement, vous pouvez très bien avoir une démarche de développement durable interne et ne pas vouloir la communiquer. Là, si vous allez sur une démarche de labellisation, il faut communiquer dessus. Voilà, ça c'est vraiment important. Ça permet, comme on disait, d'être un marqueur, on va dire, marketing quand même, qui permet un positionnement. Et quand on est sur une démarche de labellisation, une démarche, on va dire, réaliste, hein, et pragmatique, parce que derrière ça, il y a des preuves à fournir. Donc, ça permet de démontrer l'authenticité de votre démarche, et il ne faut pas s'en priver de communiquer dessus. La mobilisation des équipes, hein, là aussi, autour d'un projet commun et valorisant. La labellisation ne se fait pas seule dans un coin. La démarche, la méthode, en tout cas interne, pour pouvoir y arriver, elle se fait avec un travail d'équipe. Voilà, donc c'est le dirigeant, la dirigeante, le gestionnaire, les équipes qui font la partie, on va dire, gestion, ressources humaines, la partie opérationnelle, les équipes qui font le service, les équipes en restauration, les équipes qui font le housekeeping, la gouvernance. Voilà, donc vraiment toutes les équipes qui sont impliquées, puisqu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, on est sur des labellisations qui vont faire quasiment transverse sur toute l'activité. Donc là, c'est intéressant de pouvoir les impliquer dans la mise en place de pratiques demandé, exigé par ces labels-là, si ce n'est pas déjà fait. Point aussi important, je ne vous l'ai pas évoqué depuis le début, mais ces labellisations et notamment ces certifications, généralement, le socle, hein, on est sur de la conformité réglementaire. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir aller sur ces labellisations ou ces certifications, le socle de base, il est de faire en sorte d'être conforme à toutes les réglementations en vigueur par rapport au secteur d'activité. Donc, vous allez voir dans les référentiels, souvent, toute une bonne partie des questions concernent aussi votre conformité à telle ou telle exigence, que ce soit sur le tri, par exemple, sur la partie administrative, les 5 flux, sur les déchets, le papier, le carton, les emballages, le métal, le bois. Voilà, on va vous demander effectivement si vous êtes en conformité, qu'est-ce que vous mettez en place pour pouvoir assurer cette conformité-là. Sur la gestion des produits dangereux, le stockage des produits dangereux, la gestion des déchets dangereux, voilà, ça fait partie des conformités, des exigences souvent obligatoires sur l'ensemble notamment des référentiels. Il y a ces labellisations. C'est une démarche qui permet d'engager les prestataires, hein, donc tout autour de votre hébergement, tout autour de vos restaurants, collectivement dans une démarche de tourisme durable, hein, vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, valoriser dans le changement du tourisme durable au sens large, donc intéressant, ça permet d'améliorer vos pratiques en continu. Et ces labels-là, intéressants aussi, ça vous permet de faciliter la mise en œuvre. Donc, référentiels, méthodes et boîtes à outils, souvent, sont à la clé avec ces labellisations. Alors, est-ce que vous avez des questions, Alors, Mathilde? Est-ce que tu as noté des oui, questions on sur a une ces question. volets-là? Ouais. Donc, une personne souhaiterait savoir s'il existe à ce jour une contrainte légale d'être engagé dans une démarche durable. Et si ça n'est pas le cas, est-ce qu'il y a des nouvelles réglementations qui sont à venir? Et on a eu une réponse aussi d'une personne, d'une participante, qui précise que Atout France va inclure le développement durable à partir d'avril dans les critères de Exactement. classification des hôtels. Exactement, je vous l'ai mis, vous l'aurez dans les slides après, Atout France à partir d'avril 2022 pour les classifications d'étoiles.
Au guide Michelin, on passe de 3 critères à 12 critères. Je vous l'ai mis, hein, vous l'aurez. J'ai volontairement plus, je vous ai fait une copie justement visuelle pour que vous ayez tous les critères qui sont intégrés. Donc là, dans certaines classifications, effectivement, on voit que ça commence à devenir des exigences, on va dire, obligatoires. Après, sur la réglementation, est-ce qu'on a une obligation d'être sur une démarche de labellisation, de certification? On reste sur des démarches volontaires aujourd'hui. Voilà. Après, vous allez avoir des obligations qui sont pas exactement dans le sujet qu'on est en train de traiter, mais qui vont être sur des obligations de publier vos données environnementales quand vous êtes là des grosses infrastructures. Mais vraiment, là on parle de plus de 250 collaborateurs. On est sur la loi Pacte, où là, on va avoir des obligations de publier des indicateurs environnementaux. Voilà, mais c'est un peu différent de notre sujet. Là, sur les certifications et labellisations, on n'a pas d'obligation, hormis effectivement des classifications là, qui commencent à intégrer. Et là, merci madame, hein, avec Atout France, ce type d'exigence, et donc ça fait partie d'exigences obligatoires. On a une autre question qui nous a été posée, c'est avez-vous un comparatif des avantages et des inconvénients de chaque label pour les hébergeurs? Alors là, on va passer sur les panoramas où je vais vous amener quelques éléments, on va dire, de contenu. Là, vous avez des études qui ont été faites, notamment sur la fin d'année 2020, puisque justement, dans la jungle de tous ces labels-là, il y a eu un vrai besoin d'aller avoir un éclairage précis de qu'est-ce que peut un benchmark déjà, premier point, et puis après les avantages ou inconvénients, je ne sais pas si c'est ça qui est remonté, mais en tout cas, qu'est-ce que ça peut apporter. Et ça, on pourrait vous le retrouver, vous le communiquer. Ça a été notamment fait par l'AFNOR, hein, qui a fait tout un benchmark sur la jungle des labels. Et vous avez un autre document aussi qui est intéressant, on va pouvoir peut-être vous communiquer avec tout ce comparatif, on va dire. Après, ça va dépendre, j'ai envie de vous dire, moi, je ne peux pas là vous dire aujourd'hui quel est le mieux du tout, et ce n'est pas l'objectif. Ça va vraiment dépendre de votre enjeu, de votre cible, de votre secteur d'activité exact, et de ce que vous voulez aussi en faire. Voilà. Et Mathilde, on pourra le transmettre, hein, ce document qui a été fait par la Oui, FNOR sur justement le j'ai noté. comparatif. Voilà. Ouais, est-ce qu'on a une autre question? Alors, la grille de classement en étoile des meublés de tourisme intègre déjà des critères de développement durable. Oui, Ils seront plus poussés dès la mise en place de la nouvelle grille au 1er février. ok, ouais. Idem pour la grille hôtel, où le nombre de critères obligatoires en lien avec le développement durable augmente au 1er avril. Oui, Qualité il passe à tourisme, 12. voilà, c'est ça, c'était une remarque. Ouais. Bah, vous l'aurez, vous verrez là dans les slides après, je vous ai fait un slide sur justement euh, les étoiles Michelin et avec justement cette publication d'Atout France. Comme ça, vous l'aurez dans le support et on a tous les détails. Je les ai plus là, il faut que je les lise avec vous, mais tous les détails des critères requis et exigés surtout. Donc vous voyez, c'est intéressant en termes de marché, là aussi, un élément important, c'est que la tendance par contre qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va aller de plus en plus vers des exigences. Parce que des exigences de critères dans certaines classifications quand on veut s'engager. Avec vous voyez, sur des classifications qui à la base ne sont pas, on va dire, spécifiques à des démarches de labellisation développement durable, qui sont plus larges, mais on va aller sur des exigences pour faire en sorte qu'en fait, comme tout à l'heure, qu'on aille vers un changement du tourisme et que l'ensemble des acteurs puissent intégrer de manière, on va dire, obligatoire quand on va sur ces classifications, le développement durable. Après, sur la réglementation, comme je le disais, on a des réglementations liées à l'obligation de publier, donc de donner, de publier, mais on est sur des grosses structures aujourd'hui, mais on sait que sur les 10 années à venir, notamment avec les lois sur le reporting extra-financier qui sont en train de se mettre en place, on va aller toucher des plus petites structures, quel que soit le secteur d'activité, de devoir publier des données environnementales. Donc, d'aller dans ce type de démarche prépare déjà, parce qu'en fait, vous allez voir, dans les labellisations, on a la mise en place de pratiques, on est dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue. Donc, qui dit amélioration continue dit suivi, pilotage d'indicateurs, donc de données.
Voilà, donc c'est déjà se préparer, on va dire, à cet environnement qui va être, au sens large, de plus en plus exigeant des différents acteurs du tourisme, on va dire, montrer patte blanche, on va dire, sur vos démarches, où est-ce que vous en êtes et comment vous êtes en capacité de les mesurer et de répondre à certains critères. J'avance, Mathilde, parce que je vois, je Ouais, fais attention ouais. à l'heure, et puis de toute façon, on a 3 temps on a encore 2 temps de questions. Alors, petit panorama des labellisations environnementales existantes. Alors, est-ce que vous connaissez des labels environnementaux pour votre secteur d'activité? Vous pouvez nous les citer. Pareil, hein, dans le chat, n'hésitez pas. On nous cite Clé Verte, Oui. l'Esprit Parc National, Green Oui. Globe, Green Globe, Écolabel européen, Écolabel européen. Donc là, on n'est plus. Partenaire Géoparc, On va être aussi des Qualité, labels. Qualité Géoparc, pardon, Tourisme, excuse-moi, Mathilde. ouais, Partenaire Géoparc, Qualité Tourisme, la marque donc Valeur des Parcs, Gîte Panda Ok, vous et voyez, l'Étoile Verte Michelin. étoile verte Michelin pour la restauration. Ok, donc, oui, vous en avez, vous voyez, il y en a déjà pas mal, hein, 2, 4, 6, 8, 10, 12, capable d'en citer déjà une bonne douzaine, et il y en a encore d'autres. On a petit pavillon bleu, on en a plusieurs. Alors, on va pas tous les passer en revue, bien sûr, parce qu'il nous faudrait beaucoup plus de temps que 7 heures à 7 heures et demie. Mais là, l'enjeu, c'est de pouvoir, avec vous, passer un peu sur les principaux. Après, avec ce que vous aurez aujourd'hui, je vous invite à aller creuser, parce que vous aurez des éléments un peu plus, on va dire, détaillés pour pouvoir aller creuser sur peut-être certains qui vous interpellent. Vous voyez, là, aujourd'hui, on a aussi des labels, on disait plutôt produits. Là, quand je pense à la restauration, il y a aussi, vous voyez, des labels sur les vins que vous pouvez choisir avec des labels, par exemple, comme vignerons engagés. Donc, là, ce qu'on va vous donner, c'est un panorama global. Après, je vous invite vraiment à aller avoir un peu cette même démarche, on va dire, de recherche sur après les labels produits, qui est encore un autre sujet. Sur le panorama des labels, là aussi, hein, vous voyez, vous m'en avez donné un peu plus que ce que l'on vous cite. On les classe en différentes catégories. Vous allez avoir donc des labellisations plutôt environnementales liées à l'hébergement. On va dire les cinq principales, mais il y en a d'autres, hein, évidemment. Comme vous l'avez compris avec la première partie, il y a une multitude de labels qui peuvent être aussi indépendants, donc des labels aussi qui sont liés au parc naturel. Voilà. Donc là, je les ai pris volontairement parce qu'on n'a pas le temps de faire l'ensemble des labels qui existent, donc les principales labellisations environnementales. Après, vous avez donc en bas à gauche les labellisations plutôt environnementales, développement durable au sens plus large, de la restauration. Il faut savoir que sur la restauration, on n'est plus sur des labellisations plus récentes, hein, vraiment par rapport aux labellisations liées à l'hébergement, où on a des labels qui sont beaucoup plus anciens dans leurs initiations de démarche et dans la construction des référentiels. Donc, sur la restauration, je pense que là, il y en a qui se créent encore même aujourd'hui et c'est en plein développement. Donc là, toujours avoir bien en tête de réfléchir à quel est votre enjeu aussi de labellisation. Vous avez les labels qui sont plutôt donc ceux, alors, 2 exemples, hein, mais on l'a pas cité, dans Pavillon Bleu, qui voit des labellisations de reconnaissance aussi d'impact environnemental, plutôt des plages, des ports, donc avec des aspects bien spécifiques. Un label avec l'Agir pour le tourisme responsable d'ATR, qui est plutôt pour les voyagistes, on va dire, donc aussi très intéressant puisqu'ils ont une grille, un référentiel qui est très très détaillé, comme Pavillon Bleu, qui sont vraiment pointus.
donc qui permet de bien mettre en valeur aussi la démarche responsable des voyagistes ou alors des ports ou des plages. Et puis vous voyez à droite, vous avez certainement entendu parler, je vous les ai mis puisque c'est intéressant pour vous que vous les ayez, vous avez des certifications et des labellisations plutôt généralistes. Donc, c'est-à-dire que là aussi, que vous soyez là un hébergeur touristique ou alors une PME qui fait de l'impression ou de l'imprimerie, en fait, peut y aller. Donc, ça veut dire qu'il touche tous les secteurs d'activité et qui va être plus lié à la démarche de développement durable de l'organisme. Voilà, donc vous avez le label e-engagé RSE, vous avez aussi le label Bicorp que vous n'avez pas en visuel, mais qui est un label généraliste qui est en train de se développer aussi en France, qui permettent là aussi de promouvoir la démarche de développement durable. Et puis vous avez des normes qui donnent lieu à des certifications, les normes ISO, dont les normes ISO 26000, qui sont souvent un référentiel sur lequel s'appuient les labels aussi pour pouvoir démontrer le sérieux des pratiques engagées. Les labels Lucie, dont vous avez aussi certainement entendu parler. Et après, vous avez des certifications, des labellisations purement environnementales, là aussi plutôt généralistes. Ce ne sont que des exemples, hein, comme le label Envol ou la norme ISO 14001. Voilà, donc vous voyez, ce benchmark des labels, il est important puisqu'en fait, ils sont quand même très nombreux. Mais là, on va se focaliser sur la partie labels environnementaux et quelques labels environnementaux pour la restauration. La clé verte, hein, qui est le premier qui a été cité. Ce qui est aussi intéressant sur ce label clé verte, c'est qu'aujourd'hui, il touche, on va dire, dans son périmètre, un nombre d'infrastructures et de typologies d'infrastructures d'hébergement assez important. Et il est aussi adapté, donc il y a un référentiel avec une labellisation pour les restaurants. Voilà. Donc, intéressant sur la partie, on va dire, complétude de l'ensemble de nos sujets que là, nous, on traite pour vous aujourd'hui. Donc, les hôtels, les campings, les gîtes, les meublés, les chambres d'hôtes, les résidences, les villages de vacances, les centres de vacances, les auberges de jeunesse et aussi donc les restaurants. Et donc, je vous ai mis là, parce que vient de sortir la semaine dernière ou la semaine d'avant, le palmarès, on va dire, des lauréats, on va dire, de 2022. Donc, ce sont ceux qui ont été labellisés clé verte sur l'année 2022. Donc, avec un nombre d'établissements qui est en croissance sur ce type de label, sur le label clé verte. Il est reconnu à l'international hein, sous le terme de Green Key. Hein, si vous êtes déjà intéressé à ce label-là, vous avez vu, donc c'est Green Key comme ça qu'on peut le reconnaître à l'international. Il est déployé pas qu'en France, hein, il est déployé dans 65 pays. Donc, ça veut dire qu'il est reconnu aussi à l'international. Donc, là, important aussi pour vous, quand vous allez travailler, vous penchez sur le sujet, regardez si effectivement les labels sont aussi en phase avec la reconnaissance en lien avec vos clients et la crédibilité de vos clients qui peuvent en donner, en tout cas leur connaissance et après leur crédibilité. Important, comme on disait, sur le premier volet de notre webinaire. Qu'est-ce qu'il cherche à démontrer? Donc, la mise en œuvre d'une politique environnementale et d'une démarche, on va dire, plus globale, socialement responsable, donc une démarche de développement durable au sens large. Il y a 119 critères hein, pour les hébergements. Donc, ça veut dire que derrière ces 119, je simplifie, mais pratiques à mettre en place. Donc, 119, c'est quand même un volume de pratiques assez important. Et dans ces 119 critères, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a donc des pratiques à mettre en place qui doivent s'accompagner de preuves, donc de preuves avec des exigences et donc des preuves documentaires de ce que vous mettez en place, dont notamment par exemple la politique environnementale de votre hôtel, de votre gîte, de votre camping ou de votre restaurant. Ça fait partie des documents obligatoires qui doivent être structurés, formalisés pour pouvoir avoir à la clé cette labellisation, mais pas que. Hein, voilà. Pour les restaurants, là aussi, hein, vous avez vous avez ce label clé verte qui est aussi intéressant à concourir, on va dire. Là également, on a à peu près 117 critères autour de l'alimentation, du gaspillage, du choix des fournitures que vous allez utiliser. Voilà, donc 117 critères, c'est aussi pas mal de pratiques. Mais qui permet d'avoir à la clé, quand on y répond, avec là aussi des exigences et des documents obligatoires, la labellisation à la fin du cycle.
Derrière ça, vous avez une boîte à outils intéressante. Vous vous souvenez, je vous ai dit là dans les bénéfices des labellisations, ce qui est intéressant, c'est d'aller aussi rechercher des labels qui ont des boîtes à outils qui vous permettent en fait de pouvoir aller en termes vous aider à mettre en place parce que c'est pas évident, ça prend du temps, il y a beaucoup de critères, donc beaucoup de pratiques, on connaît pas tout. Donc d'aller sur des labels qui ont des boîtes à outils, c'est intéressant et c'est ce type de labels aussi ont des autodiagnostics donc qui permettent d'aller répondre avec en vous créant un compte euh, et de faire en live et de reprendre aussi après en fonction du temps que vous avez. Donc cet autodiagnostic et savoir où est-ce que vous en êtes et là sur les points, les critères sur lesquels travailler. Et vous avez tout un processus de labellisation que je détaillerai pas, mais dans lequel vous avez laissé avoir en tête des audits qui sont réguliers, une fois même qu'on a la labellisation, pour pouvoir démontrer en fait la démarche d'amélioration continue dans laquelle vous êtes et attester derrière le sérieux de la démarche de chacun de vos établissements. Voilà, donc bien avoir en tête que ça couvre bien l'ensemble de ces approches-là. Vous avez évoqué aussi le Green Globe. Le Green Globe qui couvre aussi également un nombre on va dire, d'infrastructures dans sa typologie assez intéressante, plutôt il est international. Hébergement au sens large, donc restaurants, les parcs d'attractions. Vous avez aussi tout ce qui est parc de loisirs, les sites touristiques, voilà, des golfs, des palais des congrès, des centres de conférences, des voyagistes. Donc voilà, il est plus large, on va dire, dans le type de cible d'infrastructures touristiques que ça couvre. Là également, on est aussi sur une labellisation qui permet de démontrer la mise en œuvre. Donc toujours ce terme de mise en œuvre, il est important, mise en œuvre d'une politique environnementale et sociale et sociétale autour de plusieurs grands thèmes. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5 principaux: gestion durable, sociale et économique, héritage culturel et environnement, avec là aussi à peu près, là, il les découpe de manière un peu différente, donc avec 44 critères, et par contre, vous avez des indicateurs derrière, vous voyez, jusqu'à 400. Donc, une démarche, là aussi, très détaillée, on va dire, sur les exigences et donc les indicateurs à suivre. Là, on est aussi sur une présence internationale. Green Globe n'étant pas français à la base. Et il a une démarche, là aussi, vous voyez, avec, on va dire, une graduation dans le temps des certificats, enfin des macarons que vous pouvez avoir. Donc, vous allez avoir le membre certifié, après, vous pouvez devenir membre d'or et après, le membre platine. Donc, par exemple, le membre certifié, sa certification va être confirmée annuellement lorsque plus de 50% des indicateurs associés aux critères sont atteints. Vous voyez, donc pour 44 de ces critères, 55% chacun sont atteints. Vous allez avoir le premier. Voilà. Après, vous allez pouvoir upgrader, monter, on va dire, dans votre performance sur les 5 années qui viennent après, et après sur les 10 années en devenant membre d'or et après membre platine. Toujours là aussi, dans cette démarche d'amélioration continue. Il faut dire que ces labels-là sont vraiment dans cette approche-là d'amélioration des performances. Et ça vous laisse aussi le temps de pouvoir, vous voyez, augmenter vos pratiques au fur et à mesure et que tout ne soit pas, on va dire, 100% parfait la première année. L'écolabel européen, vous nous l'avez aussi cité tout à l'heure, qui fait partie effectivement des écolabels, des labellisations reconnues dans l'hébergement touristique. Alors là, je suis plutôt sur les labels liés à l'hébergement. Pour l'instant, on fera après un petit zoom sur la partie restauration. Elle couvre quel type d'infrastructure? Donc des hôtels, des campings, des gîtes, des chambres d'hôtes et des villages vacances. Donc, l'écolabel européen, il est assez, on va dire, reconnu et connu, donc, depuis déjà quelques années. Il est intéressant aussi puisqu'il permet, ce qu'il y a derrière dans sa philosophie, dans son approche et du référentiel surtout, qui est derrière cet écolabel-là, c'est qu'il cherche à la fois, on va dire, la réduction de l'impact environnemental des établissements qui recherchent cette labellisation. Mais à la fois aussi, il couple bien ça avec la qualité. Donc, vraiment, la qualité recherchée du service, donc proposé. Donc, c'est un label assez complet,
même titre que les autres, hein, mais qui met aussi bien en avant cette démarche-là dans les critères en fait qu'elle va rechercher. Ce label écologique européen, il est utilisable dans tous les pays de membres de l'Union européenne. C'est un écolabel public. Il a 67 critères et dont 22 obligatoires. Et lui aussi, il est réparti généralement, on est à peu près sur quasiment les mêmes catégories, avec la partie plutôt gestion générale. Quel est votre système de management que vous avez mis en place? Est-ce que vous avez mis une politique? Est-ce que vous avez structuré votre organisation vis-à-vis de votre plan d'action? Est-ce que vous avez formé le personnel? Est-ce que vous informez votre clientèle? Est-ce que vous entretenez les appareils? Voilà, donc quelque chose plutôt, on va dire, gestion générale, et puis après suivi, indicateur et suivi, très important. Une fois qu'on a mis en place, on mesure et on suit pour savoir quelle est la réduction de son impact. Et vous l'avez aussi après sur des domaines bien spécifiques, les consommations d'énergie, les consommations en eau, la gestion des déchets, l'usage des produits aussi, produits dangereux, non dangereux, juste dosage, pour éviter de trop en consommer. Et voilà, vous avez vraiment des détails assez intéressants sur la catégorie des pratiques que ça requiert. Vous avez, c'est un écolabel en termes de méthodo qui est aussi intéressant puisqu'il permet l'autodiagnostic et il a une boîte à outils qui est très très complète, qu'on appelle la toolbox, et qui permet d'avoir vraiment beaucoup d'informations, des fiches pratiques très complète sur ce que vous pouvez mettre en place en termes d'action. Il permet d'avoir des tableaux de bord, comme je l'ai mis là, qui permet d'avoir des suivis des consommations, donc de faire comme un tableau de bord. Vous avez la possibilité aussi de mettre votre plan d'action et donc de rédiger votre plan d'action au sein de cet outil-là. Et de pouvoir y mettre aussi toutes vos preuves, comme d'ailleurs le label Clébertin est directement dans l'outil. Donc, c'est un outil, on va dire, intégré de l'ensemble de la démarche qui est intéressant. Je vous ai mis également, comme ça vous l'avez aussi en tête, avec cet exemple de l'écolabel, mais on est aussi sur des démarches un peu identiques sur les autres, sur comment ça se passe, on va dire, pour aller vers ces labellisations de manière très opérationnelle. Là, aujourd'hui, c'est AFNOR Certification qui vient et vous apporter, on va dire, le certificat de cette écolabellisation, mais donc il faut que vous déposiez votre dossier. Il faut que votre dossier soit étudié. Après, vous avez un auditeur qui vient sur votre site pour aller voir si vos critères de certification sont bien retenus, enfin sont bien appliqués surtout. Après, généralement, comment ça se passe? Il y a un rapport qui est rédigé, qui est soumis à une commission d'experts pluridisciplinaire par rapport à votre secteur d'activité. Donc, si vous êtes un hôtel, un camping, une chambre d'hôte, et puis après, il y a une décision qui est apportée avec un certificat qui vous est remis. Et puis, vous avez, par exemple, sur ce type de certification-là, avec l'écolabel, un audit de contrôle qui est réalisé tous les 2 ans. Voilà, donc avec soit un audit de suivi, soit un audit documentaire, en fonction aussi de la taille de votre établissement. Donc, vous voyez, des démarches, on va dire, assez structurées sur le plan méthodologique, et donc ça nécessite un travail assez important des équipes de formalisation. Donc, 3 exemples, on va dire, des principaux, on va dire, les plus connus, on va dire, de labellisation environnementale d'hébergement. Après, sur la partie restauration, c'est vraiment pas exhaustif là aussi, c'est pour vous donner quelques clés et de voir aussi la disparité des labels qui sont aujourd'hui en train de se structurer et d'être mis en avant sur le marché. Le label écotable, je ne sais pas si vous le connaissez, lui, on va dire qu'il cherche à aller rassembler toute une communauté de consommateurs engagés. Voilà, donc c'est un peu sa marque de fabrique autour de la restauration, comme il l'appelle et comme il l'intitule exactement, éco-responsable. Les restaurants sont évalués en fonction, là aussi, de critères environnementaux, donc en fait avec une note à la clé, qui est une note sur 100, qui permet de dire, en fonction alors je crois que c'est en à peu près une centaine de pratiques là aussi auxquelles il faut répondre. Et après, à l'issue de cette notation, vous avez une note sur 100. Écotable,
propose après, donc un peu sur le même principe, on va dire que le système d'étoiles, hein, une attribution de badge, donc avec 3 niveaux de badge qu'ils appellent les écotables, qui permet de pouvoir mettre en avant l'évolution de là où vous en êtes par rapport à votre démarche de développement durable au sens large, parce que là aussi on est sur une démarche éco-responsable, on ne vise pas que les impacts environnementaux, on va chercher aussi à voir la partie sociale et sociétale du développement durable, quels fournisseurs, où, comment, quelles relations aussi vous pouvez avoir avec eux, la proximité, donc un écolabel assez intéressant. La première écotape, par exemple, pour les restaurants, ce sont pour ceux qui ont, on va dire, démarré leur transition, donc démarrer leur démarche. Il y a l'écotable avec 2 qu'ils appellent, pour celles qui sont un peu plus avancées. Et puis après, l'écotable pour les restaurants plutôt exemplaires. Et donc, cette récompense, elle est annuelle, donc elle est reconductible. Et aujourd'hui, alors elle doit, je crois qu'elle date de 2018 ou 2019. On est à 45 restaurants labellisés déjà écotable 3, donc c'est-à-dire un niveau exemplaire, donc avec une note quasiment rapprochant les 100. Je crois que c'est entre 80 et 100. Voilà. Donc intéressant aussi sur là aussi le référentiel, je vous invite à aller, il est téléchargeable, hein. Vous pouvez le télécharger là aussi de manière gratuite. Donc là aussi, je vous invite à aller le faire, même si vous n'allez pas sur ce type de labellisation, mais ça vous permet déjà aussi d'avoir toutes les pratiques que vous pouvez mettre en place, de manière assez exhaustive d'ailleurs. Un autre label, hein, donc Green Food, là aussi, qu'est-ce qui est recherché derrière cette labellisation? Je vous ai mis un peu leur marque de fabrique, que ce soit écotable ou Green Food, parce qu'ils ne communiquent pas de manière différente. Là, ils sont sur voilà, comment on amène une transparence aux clients sur leur démarche responsable quand un restaurant est engagé. Donc, c'est vraiment ça de dire, voilà, quand un client il va avoir un restaurant qui est labellisé Green Food. Ça veut dire derrière que le restaurant, il est transparent sur sa démarche et il communique sur ses critères avec une charte à la clé. Cette labellisation, elle est basée sur une dizaine de critères où il faut en valider au minimum 6 pour obtenir ce label qui est lui aussi valable 1 an, un peu comme l'écotable. Parmi les critères d'évaluation, qu'est-ce qu'on va avoir, hein? Là, je vous ai mis aussi volontairement sur celui-ci les critères dans le contenu qui va être recherché, mais c'est à peu près, comme je disais, les mêmes critères qui sont pour l'écotable. Le recours aux produits bio, donc ça, par exemple, ça fait partie des critères qui sont obligatoires parmi les 6, un peu comme sur les mêmes démarches que pour les labellisations des hébergements, où on a aussi des exigences, c'est-à-dire que là, ça fait partie des fondamentaux pour lesquels le label décide de dire, là, si vous voulez y aller, il faut absolument être sur une partie de votre aliment, de votre fourniture, qui sont des produits avec le label biologique. Recours, hein, voilà. Ça ne veut pas dire qu'effectivement on a 100%. Le tri et la valorisation des déchets qui font partie des critères d'évaluation, par exemple, la valorisation des invendus aussi. Qu'est-ce que vous faites de ce que vous ne distribuez pas à vos clients? Est-ce que vous faites du doggy bag? Voilà. Qu'est-ce que vous faites du don à des associations? Là aussi, ils vont regarder ces critères-là. Est-ce que vous êtes en gestion en flux tendu? Ça, c'est aussi intéressant avec ce type de label, c'est-à-dire est-ce que vous n'avez pas de surplus de stock? Alors là aussi, à voir en fonction toujours de son activité, de ses enjeux, de son contexte local à prendre effectivement, mais ça fait partie des critères regardés. Je trouve que c'est intéressant pour éviter le gaspillage alimentaire, les dépenses en énergie, le recours aux énergies renouvelables. Et donc ce critère-là, pour l'instant, ce label-là Green Food, on le retrouve dans des restaurants présents dans à peu près 26 villes françaises. Et il peut être aussi, bien sûr, et c'est ça que je vous l'ai mis, mais comme d'autres, complémentaires à d'autres labels qui sont déjà en place dans les restaurants. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Il est un peu plus récent, celui-ci. Je crois que c'est celui-ci qui date de 2019. Vous voyez, donc une démarche plus récente, mais aussi intéressante. Vous pouvez aller sur leur site, internet, ils communiquent sur les restaurants concernés. Et c'est intéressant d'aller voir la typologie de restaurants qui sont déjà engagés dans ce type de démarche. Pour compléter les remarques de la première partie, effectivement, dans on va dire, les labellisations, dans les reconnaissances,
Vous avez le volet guide Michelin, hein, le guide Michelin avec l'étoile verte, donc qui aujourd'hui a été rajoutée, elle, en 2020. Donc vous voyez, on est vraiment dans des démarches qui sont plus récentes dans l'intégration de ces critères d'exigence ou ces nouveaux labels, en tout cas pour la cible, va dire restauration. Qu'est-ce qu'il engage derrière? Des pratiques en matière de développement durable. Et là, on est sur à peu près 291 restaurants qui ont cette étoile verte dans le monde entier, hein, et 80 à peu près en France. Voilà, donc c'est quelque chose qui est en train de se développer et qui, pour le coup, est assez intéressant. Derrière, là aussi, on retrouve des critères quasiment, on va dire, identiques à ce qu'on vient d'évoquer, du bio, du circuit court, du gaspillage alimentaire, la pesée, la mesure des aliments, la pesée aussi des plats pour réduire, on va dire, les quantités non utilisables. Donc voilà, des exigences qui sont aussi intéressantes et qui est de plus en plus, on va dire, connue et reconnue. Et ce qu'on évoquait aussi ensemble, là, au moment du questionnement qu'on a pu se faire sur quels étaient les labels que vous connaissez, vous avez effectivement donc Atout France, hein, qui vient de sortir pour les hôteliers en 2022, le classement des étoiles qui intègre non plus donc trois. Je vous ai mis volontairement là aussi la petite, un petit capture d'écran de l'article. Non plus 3 critères, mais 12 critères qui sont désormais obligatoires dans ce domaine et pour toutes les catégories d'hébergement qui sont concernées dans ce classement. Voilà, donc qu'est-ce qui concerne de manière plus précise, je vous l'avais dit, donc là, l'économie d'eau, donc ils vont aller regarder qu'est-ce que vous faites en matière de pratique pour pouvoir économiser l'eau, l'énergie, la gestion des déchets. Là également, donc dans les critères obligatoires, vous devrez par exemple utiliser des ampoules basse consommation, mettre en place des mesures de réduction de consommation d'eau, utiliser de moins en moins de produits d'entretien et qui soient plus respectueux de l'environnement. Donc c'est là où effectivement toute la partie, quand on dit respectueux de l'environnement, il y a aussi la partie label ou écolabel produit, donc sur lequel vous pouvez retrouver sur vos produits, voilà, l'écolabel européen par exemple, des petits labels EcoCert qui permettent de pouvoir donc dire que ces produits que vous allez utiliser répondent eux-mêmes aussi à un cahier des charges. On est un peu dans cette même logique, hein, toujours répondre à un cahier des charges. Sur l'alimentaire, vous avez le label bio, vous avez voilà, beaucoup de labels qui mériteraient même un webinaire à côté pour pouvoir caractériser quels sont ces produits qui répondent à des critères de respect de l'environnement. Vous aurez également donc des obligations pour former le personnel, donc qui permet du coup de mettre en œuvre l'ensemble de ces 3 domaines-là. Donc, et que si effectivement ces hôtels ne pourront pas être classés s'ils ne valident pas ces critères-là. Donc, vous voyez, une exigence qui upgrade de plus en plus sur ce qui est demandé. Parmi les informations aussi obligatoires, l'information des clients sur la mobilité douce. Donc, qu'est-ce que vous proposez dans votre établissement, du véhicule électrique, du vélo électrique, de la trottinette, des cartes géographiques qui permettent d'avoir l'ensemble des pistes cyclables. Là aussi, vous pouvez avoir vraiment plein de pratiques qui sont certainement déjà en place ou que vous allez mettre en place et qui sont facilement, on va dire, valorisables. Et des produits alimentaires qui soient de circuit court, quand l'établissement propose un service de restauration. Parmi les critères optionnels, on trouve le recyclage des eaux grises, effectivement l'extinction automatique des lumières lorsque l'on quitte les chambres, donc des éco-gestes aussi appliqués à l'ensemble de ces pratiques. Donc vous voyez un niveau d'exigence qui est pour le coup aussi important et qui nécessite voilà, de mettre en place pas mal de pratiques, d'équipements et d'investissements. Enfin, une dernière approche aussi que je voulais vous partager. Alors, on n'est pas sur du label, mais c'est quelque chose qui, je trouve, doit être intéressant pour vous de savoir, si vous ne le savez pas déjà. Au même titre, vous voyez que l'affichage environnemental des produits que vous allez acheter dans la grande consommation sur des équipements électriques et électroniques, là aussi, vous avez un nouvel affichage environnemental qui a été donc testé. Donc, il y a eu 150 établissements touristiques, donc des hôtels, hein, là on est vraiment sur la partie hôtellerie, qui se sont portés volontaires pour pouvoir afficher on va dire l'étiquette environnementale et l'impact environnemental de son hôtel. Vous voyez, donc l'impact calculé sur l'ensemble du cycle de vie a été fait sur la base d'une nuitée, donc qui intègre les petits déjeuners, qui permet voilà, de donner en un clin d'œil
l'impact environnemental de l'hôtel sur sa nuitée. Vous voyez, donc on voit ressortir les émissions de CO2 par personne, le nombre d'eau par personne utilisée, le nombre de kilowattheures utilisés par client, on va dire, par personne, et les produits biologiques et écolabellisés qui sont utilisés. Et donc cet affichage environnemental, qui est une démarche volontaire, permet aussi d'aller sur, pas un label, on va dire, un indicateur, un affichage clé qui est visible et là aussi à communiquer pour les établissements qui souhaitent s'y lancer avec vos différents canaux de communication. Voilà, qui donnent des indicateurs assez clés. C'est pas un label, hein, je vous disais, mais il y a quand même tout on va dire, un calcul derrière qui permet de mettre en avant l'ensemble de vos informations et donc de vos pratiques que vous mettez sur la partie environnementale. Donc, testé par 150 hôtels. Et il a vocation, on va dire, à s'étendre. Et là, pour l'instant, me semble-t-il qu'il est sur de la partie engagement volontaire, mais ce serait possible que ça devienne une obligation. Mais là, à vérifier quand même. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on a balayé, je suis assez large, j'ai eu un rythme un peu dense pour pouvoir vous aborder tous ces éléments-là, mais bien sûr, vous m'avez parlé de d'autres labels, Valeur Parc, Gîte Panda, voilà, ce sont d'autres labels avec des référentiels qui sont aussi un peu sur ce même type de démarche, mais ce que là, je vous ai partagé, c'est ceux qui aujourd'hui sont le plus, on va dire, connus. Alors déjà, on a plusieurs questions par rapport à l'aspect budgétaire. Donc, je te les cite. Ouais. Obtenir un label a malheureusement un coût. Ouais. Nous ferez-vous un récapitulatif des coûts d'investissement que requiert l'adhésion à chacun de ces labels On peut. et Ouais. des aides possibles? Dans la toolbox, existe-t-il un outil pour évaluer le coût des actions à mettre en place pour accomplir les critères afin Ouais. d'avoir une vision du coût total? De l'investissement que Ouais. ça génère, c'est ça. Mhm. Le premier, on peut vous le faire parce qu'en plus, l'information, elle est disponible. Donc, ce qui vous permettrait d'avoir, effectivement, et ça fait partie du troisième volet, ça a un coût. Et c'est un investissement, donc c'est-à-dire que vous avez la partie processus de labellisation, donc avec les audits, la vérification, voilà, donc tout ça a un coût et ça on peut vous le donner. Ils ont des coûts un peu différents et ça dépend surtout, vous avez des grilles en fonction du nombre par exemple de chambres dans lesquelles vous êtes, donc ça va varier, mais vous avez de possibilités avec ce qu'on vous enverra de faire une estimation. Premier point. La deuxième question, c'est dans la toolbox, est-ce qu'il y a Un outil pour évaluer un le coût. outil pour évaluer les investissements par rapport aux critères? Normalement, vous avez quelque chose qui vous permet de démontrer les actions que vous allez mettre en place et donc du coup les coûts que ça va générer. Donc avec une case de coûts, donc ce qui vous permet donc en consolidé de savoir tous les coûts en investissement que ça doit vous permettre de faire. Après, à vous de faire la consolidation normalement, mais à vérifier, à vérifier. Et vous aviez une troisième question. Ouais. Alors, c'était les aides possibles qui peuvent exister. Et après, il y a d'autres questions en dehors de l'aspect budgétaire. Sur la partie aide, là, peut-être Mathieu, je te laisse répondre. Il y a tout le fonds tourisme durable Oui. avec tout un volet sur l'accompagnement à la labellisation avec un budget, je crois, de 10 ou 12 K, me Voilà, en semble-t-il. fait, moi, je vais vous expliquer dans une slide suivante le fonds tourisme durable, donc qui s'adresse aux hébergeurs et aux restaurateurs. Et vous n'hésiterez pas justement à contacter les conseillers, pardon, les conseillers de chaque CCI qui pourront justement vous donner davantage de renseignements et vous expliquer un petit peu le plus en détail par rapport à votre projet. Parce qu'effectivement, en fait, quand on prend là le coût complet, il y a le coût, on va dire, de ce que coûte la labellisation de manière pluriannuelle, parce que vous avez vu, il y a des audits de suivi. Voilà, donc, il y a un coût complet à prendre en compte. Et pour pouvoir mettre en place, on va dire, certains des équipements, et souvent, il y en a quand même quelques-uns, on a des investissements qui sont à prévoir. Alors après, il faut aussi calculer, notamment, je crois que si c'est sur la toolbox, il y a aussi toute la partie me semble-t-il, on va dire, retour sur investissement quand on est sur des équipements pour des consommations d'eau, pour les consommations énergétiques,
qui permet de calculer quel est le ROI. Donc, il y a aussi effectivement on va dire à budgéter le coût d'investissement direct, mais ce qui est aussi intéressant de se dire, c'est quelles sont les réductions d'économie d'énergie à court et moyen terme que cela va générer. Donc ça, c'est un peu plus compliqué, hein, effectivement, à faire. Et c'est vrai que tout ça, effectivement, ça prend à mesurer. À mesurer. Et souvent, et moi je le constate, hein, je vous le partage, mais dans les établissements, notamment les hébergements touristiques, hôtels, villages vacances, quoi, on n'a pas forcément la mesure des données à la base. Et souvent, ça prend du temps. Quelles sont mes consommations en énergie? On le suit financièrement, mais dans les kilowattheures consommés, d'avoir ce bon suivi. La gestion des déchets, on est pareil, hein, les quantités, tout ça, ça nécessite quand même voilà, de prendre du temps pour pouvoir mesurer, pour après se dire quel investissement on va mettre en place ou équipement. Et là aussi, c'est encore un budget et du temps homme, hein, à évaluer et à intégrer aussi dans ce temps, dans ce coût que ça prend au niveau de la labellisation, in fine, on va dire. J'ajoute juste une information par rapport aux aides possibles. Il y a également le dispositif CAP qui est piloté par le conseil régional. Donc, on vous mettra justement les informations de l'interlocutrice pour que vous puissiez avoir plus de renseignements sur ce dispositif. Et ça rentre parfaitement justement dans le volet labellisation. Après, donc, on avait d'autres questions. Est-ce que tu disposes d'éléments sur la notoriété des différents labels? Alors, la notoriété, elle se mesure aussi par rapport justement au palmarès des hôtels et des, on va dire, restaurants qui vont sur tel type ou tel type de labellisation. On voit qu'effectivement, le label Clé verte et l'écolabel européen, notamment là, le Clé verte est en train de développer, on va dire, le nombre de labellisés. Donc, sa notoriété, elle est aussi en train d'augmenter. Et on constate là depuis les 2-3 dernières années. Et après, dans le vécu, on va dire, et ça reste voilà, un avis là personnel, c'est aussi ce que je constate, on va dire. L'écolabel européen également. Le Green Globe, on va être. Alors, c'est là aussi où c'est intéressant de pouvoir l'évaluer après en matière voilà, de cible et quelle est votre cible clientèle, qui vous avez derrière. Quand vous avez on va dire une clientèle plutôt internationale, le Green Globe est aussi bien reconnu et connu. Sur une cible plutôt européenne, notamment pays du Nord hein, aussi, la Suisse, l'Autriche, Pays-Bas, l'écolabel européen est connu. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on le reconnaît, on sait souvent la démarche qu'il y a derrière. Donc là, c'est pour ça qu'il faut le voir aussi sous deux approches, à la fois sur, on va dire en termes de notoriété, ce qui est en train de se développer et où il y a de plus en plus de labellisation sur tel ou tel type de label, la partie hébergement. Et puis après, il y a la partie, quelle est votre cible clientèle pour pouvoir leur parler un langage, on va dire, qui s'adresse à eux et qu'ils connaissent. Voilà. Donc ces deux axes-là. Et après, sur la partie, on va dire, restauration, on voit que pareil, le clé verte, là aussi, sur la partie restauration, est en train de bien se développer, mais on a surtout l'étoile verte Michelin qui prend, on va dire, de plus en plus d'ampleur, en tout cas dans les échanges que moi je peux avoir, il commence à être connu. Voilà, on nous en parle, on nous demande, on nous pose des questions et on a envie d'y aller. Et après, il y a l'écoutable, hein, l'écoutable aussi. L'écoutable avec ce trois niveaux aussi de, 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 de reconnaissance qui intéresse beaucoup et qui, pour le coup, là, est français, pour le coup. Et on a l'EcoCook, hein, je vous en ai pas parlé, mais qui n'est pas français, mais qui là aussi est un label intéressant, un peu sur le même titre qu'Ecotable pour les restaurants, qui est reconnu, on va dire, plus en Europe. Et vous avez un autre que je vous ai pas évoqué, mais que je crois qu'il est sur la partie panorama, qui doit être celui qui est certifié par EcoCert, qui va aller toucher plus des restaurations collectives. Mais bon, là, vous êtes moins concernés. Et est-ce que tu as connaissance d'une étude qui aurait été faite justement pour donner des chiffres sur la connaissance Je, par les clients? Ouais, je pense que sur l'étude qui a été faite avec l'AFNOR, là je ne l'ai pas en live, mais je pense qu'il y a aussi cette approche-là. D'accord. Et est-ce que tu connais FIG? Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. FIG, ça te parle?
Non, ça me... Est-ce que vous pourriez La personne. préciser, Ouais. ouais, dans le chat, est-ce que ça s'adresse à des hébergeurs, des restaurateurs? En attendant, donc, Ouais. on avait aussi, donc, est-ce que tu connais des recommandations de partenaires ou des solutions, par exemple pour la revalorisation des déchets ou le traitement des eaux usées? Alors, ça va dépendre. Alors là, ça va. Alors, des solutions ou des partenaires avec lesquels travailler. Là, par exemple, sur la ligne. Alors, alors là, pareil, ça va dépendre de là où vous êtes, de sujets sur lesquels vous travaillez, parce qu'un déchet qui va être sur du déchet alimentaire, pour le don, par exemple, vous allez avoir des organismes comme Commerceau, comme Phoenix, mais ça va dépendre de là où vous vous situez. Il n'y en a pas partout. Sur la gestion des déchets, plutôt les emballages, ça va dépendre aussi si votre localisation, si vous avez si vous êtes une petite structure, peut-être vous avez la possibilité de vous faire collecter par la commune, ou alors si vous êtes une structure un peu plus importante en fonction du volume, plutôt sur des prestataires privés qui là, mais il faut toujours s'assurer derrière, et ça dépend de ce que vous allez mettre en place, mais qui trie et surtout recyclage matière. Ça va vraiment, là, je suis désolée, ma réponse, ça peut pas être très précise, ça va dépendre du cas par cas. Alors Et on a après, plus alors si c'est pour choisir, chercher des partenaires, si c'est ça la question, où trouver l'information. c'était pas précisé, mais, c'était plus des recommandations de Ouais. partenaires, Ouais, le mmh, recommande. ouais. Ça va dépendre. Je vous dis là, ça dépend si vous êtes sur de l'alimentaire pour les dons, pour essayer d'éviter le gaspillage de ce que vous ne vendez pas. Vous avez, on vous dit Commerceau, vous avez Phoenix, vous avez Too Good To Go aujourd'hui, sur lequel qui commence à se développer un peu partout, qui sont des organismes qui viennent récupérer, par exemple, euh, vos invendus et qui après ont tout un système de dons et de répartition. Donc très intéressant, souvent basé sur l'économie sociale et solidaire. Vous avez aussi, voilà, ça c'est un exemple, mais après vous pouvez avoir plein de partenaires en fonction des sujets sur les eaux usées. Vous allez avoir les grands opérateurs, mais vous pouvez avoir aussi. Je vous invite vraiment à aller dans ces cas-là, vous orienter aussi Mathilde avec la CCI. C'est des choses que vous faites, non? D'aller Ah orienter oui, en oui, fonction tout des à fait, besoins en sur fait. les partenaires On a économiques un pôle, locaux. justement RSE, donc, n'hésitez pas à prendre contact avec le Ouais. consultant tourisme qui vous mettra en relation avec, le bon interlocuteur, à la CCI. Alors Qui est juste, vraiment, ces recherches travaillent avec à une bonne, on va dire, carte d'identité du territoire et des interlocuteurs dont vous pouvez avoir besoin en fonction de vos besoins là-dessus en matière de développement durable. mmh, tout à fait. Alors Je vais on va continuer. ouais, juste, une petite précision sur, FIG, c'était Fight for Food, une démarche durable pour les restaurants. Mais on va D'accord, ok. continuer pour, respecter le timing. Merci, en tout cas. Je vais creuser. Je les connais, pour le coup, je les connais pas. Comme vous disiez là, sur la partie restauration, on est vraiment sur un marché, on va dire, assez récent sur le développement justement de toutes ces démarches de labellisation et des référentiels sur lesquels s'appuyer. Donc, il peut y en avoir, il y en a encore beaucoup d'autres. Hein, c'était les principaux que je vous ai cités, mais vous pouvez en avoir beaucoup d'autres. Donc, merci. Dernier volet, important. Là aussi, on est plus sur la partie, on va dire, méthodo pour vous, donc sur les critères à prendre en compte dans votre choix de labellisation environnementale. Là, une fois qu'on s'est dit bah, qu'est-ce que c'était, à quoi ça pouvait servir, quel était un peu le panorama de comment se composent les labels environnementaux pour vous. Bah là, il y a quand même quelques critères clés sur lesquels bien s'appuyer pour crédibiliser votre démarche. Donc, le premier, pour le coup, c'est un peu la conclusion de ce qu'on s'est dit tout au long de ce webinaire, c'est de choisir un label qui soit référent du tourisme durable et qui garantisse l'expertise et la crédibilité. Important. Donc, crédibilité en termes de référentiel, en termes de reconnaissance, en termes de problématiques, on va dire, balayées par le référentiel. Donc, ceux qu'on a cités pour le moment, ce sont des critères, ce sont des référentiels plutôt qui répondent en tout cas à cette expertise et cette crédibilité. Mais c'est le premier élément. Le deuxième critère que vous devez avoir, c'est que ce soit dans les critères qui correspondent aux labels, ce soit ceux qui soient le mieux adaptés à votre structure et à votre cible aussi de clientèle.
Voilà. Donc, avec, comme je disais, toujours un socle de base quand même qui est sur la partie réglementaire. Attention, la partie réglementation, elle va vraiment aussi dépendre de quel type de structure vous êtes. Voilà. Donc, important d'aller notamment creuser les référentiels qui sont, comme je le disais, accessibles la plupart du temps sur les sites maintenant Internet des écolabels. Voilà, donc vous pouvez déjà aller les consulter, les regarder, regarder ce que ça, essayer de comprendre ce que ça génère comme pratique. Ils sont plutôt assez clairs hein, aujourd'hui dans les attendus de pratique et les exigences ou les documents obligatoires à demander. Ça, il y a une transparence importante rien qu'en allant consulter ces référentiels-là. Un label aussi, ce sont des critères importants selon moi, mais qui doit être composé, on va dire, pas juste du référentiel, mais des labels avec des boîtes à outils pour vous guider au mieux dans la mise en œuvre. Vous allez être soit tout seul ou toute seule ou avec en comité restreint peut-être au début, même si on vous a dit qu'il fallait impliquer l'ensemble des collaborateurs. On n'a pas souvent l'expertise de compréhension aussi de l'attendu derrière. Hein. Je vois, il y a souvent une problématique qui ressort, sont souvent notamment sur l'usage des produits dangereux, les règles de stockage de produits dangereux, les règles de comptabilité des produits dangereux entre eux, les règles après de gestion des déchets. Bah, tout ça, effectivement, parfois, bah, quand on est tout seul, même quand on va juste voir la réglementation, bah, on a besoin aussi de pouvoir avoir des boîtes à outils. Donc, avec ces labels, souvent dans ces boîtes à outils, il y a aussi des fiches, comme je vous disais, de pratique qui viennent vous éclairer sur qu'est-ce que c'est, comment faire, avec quoi faire, combien ça peut aussi coûter. Voilà. Combien de temps ça met en place aussi. Hein. Il y a aussi ce type d'information, donc très utile quand vous allez aller sur cette mise en œuvre de cette labellisation. Après, comme je vous le disais, là aussi, important, ça va dépendre de là où vous en êtes. Si vous êtes un hébergeur ou un restaurateur qui est déjà engagé concrètement dans la mise en place de pratiques, moi là je le vois avec un hôtel que j'accompagne en ce moment, ils sont déjà plein de pratiques en place. Ça va vite, hein, ça va quand même assez vite. Hein, ils sont 2-3 sur un tel d'à peu près une quarantaine de chambres. Ça va quand même assez vite. Par contre, là où généralement aussi on a des sujets, comme je vous disais, que ce soit par exemple type des produits dangereux, il y a aussi un autre sujet qui peut parfois mettre un peu de temps à mettre en place la pratique, c'est les indicateurs et le suivi. Donc la mesure, savoir mesurer et d'avoir des indicateurs pour mesurer l'ensemble des pratiques. Et ça, souvent, il faut construire, il faut aller chercher l'information, il faut savoir la consolider, il faut après la suivre avec une fréquence. Et là, on voit qu'effectivement, c'est souvent à ce moment-là que ça nécessite quand même un investissement aussi important pour les structures qui sont déjà bien avancées dans la mise en place des pratiques et qui sont sur, on va dire, cette mise en place de pilotage. Quatrième grand critère, et donc fondamentaux, on va dire, dans les critères, un label indépendant avec un cahier des charges, voilà, qui soit adapté à la réalité de l'infrastructure et qui soit tourné vers l'amélioration continue. Vous vous souvenez, on a parlé voilà, de labels aussi qui permettent d'aller dans l'évolution, on va dire, dans le temps. Donc avec des audits de suivi, avec des renouvellements de labellisation qui se font sur des temps quand même assez courts. 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est vraiment l'objectif derrière, n'est pas pour vous embêter et de se dire on fait de la paperasse. Non, c'est vraiment pour vous assurer que ces labels-là puissent vous challenger, vous pousser à aller toujours dans l'amélioration continue de vos pratiques. Voilà. Donc, par contre, effectivement, là aussi, toujours un label avec ce cahier des charges qui soit adapté à votre organisation. Et là, c'est pour finir, hein, je finirai là-dessus, sur cette amélioration continue, mais surtout sur la mobilisation et l'organisation que ça doit nécessiter. Ça, c'est vraiment un critère à bien prendre en compte dans le choix de vous lancer ou pas dans un label, dans tel ou tel label. C'est qu'il faut avoir mesuré, qu'il faut mettre en place tout ça. Hein, quand même. Hein. Donc, c'est-à-dire poser la mise en place d'une organisation qui soit structurée, donc l'anticiper. Donc, ça veut dire nommer une personne qui soit référente de la mise en place de la labellisation donc, et de l'octroi de la labellisation. Donc, ça veut dire qu'on met en place, avec des grands mots, mais un nouveau système de management environnemental qui va piloter, qui va coordonner la mise en place de tout ce système.
Parce qu'en fait, cette personne-là, est-ce que c'est quelqu'un supplémentaire ou c'est quelqu'un qui a déjà un poste? C'est souvent le cas, hein, et à qui on va rajouter cette nouvelle fonction. Donc, il faut pouvoir l'anticiper, le globaliser dans un temps de travail et lui donner les moyens aussi de savoir. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont en charge de cette labellisation et qui ne sont pas non plus formées à qu'est-ce que ça veut dire derrière toutes ces pratiques environnementales. Donc là, c'est important de pouvoir aussi former, d'aller dans la formation de ces personnes-là. Établir un pré-diagnostic, hein, sur les différentes actions environnementales qui sont en place et celles à mettre en place, de planifier dans le temps de labellisation toute la mise en place des actions et des revues, donc de tout ça bien imbriqué dans un planning, de budgéter la charge de travail, l'investissement des actions, l'investissement de la labellisation, même pluriannuel, parce que peut-être qu'il y a des équipements que vous ferez assez rapidement, et puis il y en a d'autres que vous ferez parce que budgétairement, elles sont plutôt dans un cycle à 3 à 5 ans. C'est intéressant de pouvoir en tout cas les anticiper et les identifier dans le plan d'action, même si elles ne sont pas mises en place. Parce que le plan d'action fait partie aussi généralement des exigences de pratique à mettre en place quand vous allez dans un label. Concevoir donc un programme d'action, c'est ce que je étais en train de dire, précis, pluriannuel, pour définir des objectifs. L'objectif étant de pouvoir se définir des objectifs de performance. Est-ce que vous voulez atteindre 3% en moins de consommation d'énergie en kilowattheure par nuitée? C'est un détail, mais on pourrait l'avoir aussi. Est-ce que vous voulez atteindre 3% de consommation d'énergie en kilowattheure par an par rapport à l'année d'avant de votre hôtel, de votre gîte? Est-ce que vous voulez vous fixer un objectif de performance, de baisser de 30% la quantité de déchets d'un plat que vous allez servir à un client? Est-ce que vous avez un objectif, voilà, de travailler avec 6 sur 10 de vos fournisseurs qui soient en circuit court? Voilà, ce sont des objectifs, voilà, de performance. Et il faut que vous ayez déroulé un programme d'action, et c'est aussi ce que cherchent les labels derrière. Et enfin, ce qui est aussi important, et alors qui ne se fait pas partout parce que ça dépend aussi du temps qu'on a, hein, des moyens, mais qui est aussi intéressant pour pouvoir avoir ce regard, on va dire, interne, c'est de se mettre en place un petit processus d'évaluation interne qui vise à faire le point sur la démarche au moins une fois par an. Voilà, sur où est-ce que vous en êtes par rapport à tous vos critères, est-ce que vous avez avancé? Et donc, s'il y a une personne qui est nommée référente, c'est intéressant, voilà, qu'il y en ait une deuxième qui soit aussi sur ce processus d'évaluation interne pour engager la démarche d'amélioration continue. Voilà, donc on a essayé, voilà, de vous faire un petit panorama de l'ensemble des éléments qui, en tout cas, nous semblent importants à avoir en tête pour vous diriger vers une labellisation, après, quelle qu'elle soit, hein, bien sûr, mais de tous les éléments à bien avoir en tête pour réfléchir. Parfois, vous êtes en moment de fermeture. Encore, c'est peut-être le moment, à moins les restaurateurs, mais c'est un moment sur lequel vous pouvez vous poser pour pouvoir réfléchir à tout ce que ça impacte de manière positive, hein, bien sûr, sur le travail que ça génère pour se lancer dans la labellisation, mais ça n'empêche pas l'engagement en termes de développement durable et de ne pas être aussi sur une labellisation. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a, Mathilde, des questions? On en a une et je pense que ce sera la seule puisque sinon on va être Il est 11h27. voilà. Donc, avez-vous un lien vers la grille de critères pour l'étoile verte Michelin? Eh ben, c'est un peu là le souci de la disponibilité de cette grille. Donc, on va vous l'avoir, mais elle n'est pas facile à trouver. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, vous nous posez la question. Elle n'est pas disponible. En Très tout cas, bien. en libre service, entre guillemets, mais même en se connectant. En tout cas, c'est noté. Et, si on la trouve, Ouais, on vous la fera parvenir par mail en même temps que le replay. ouais. Sur l'étude des labels. Alors, on va passer à la suite. Donc, je vous parlais tout à l'heure du fonds tourisme durable. Donc, c'est un dispositif qui est piloté par l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, et il est déployé dans vos départements par les parcs naturels régionaux, mais aussi par les CCI territoriales en région PACA. Donc, ce fonds, il consiste à soutenir les restaurateurs et les hébergeurs via des aides
en apportant donc déjà des aides pour aider à la démarche du tourisme durable dans les territoires ruraux. Donc, l'idée, c'est déjà d'abord de faire un accompagnement à l'élaboration d'un plan d'action, donc opérationnel, via un diagnostic qui sera fait par votre conseiller à la CCI ou au parc. Et ensuite, vous avez un financement d'une partie des coûts d'investissement, donc qui sont liés à la transition écologique. Vous avez donc cette partie-là où vous avez un fonds qui est dédié vraiment aux restaurateurs et aux hébergeurs. Et donc, ça, si vous voulez, lors du diagnostic, on va justement définir les actions qui sont pertinentes pour votre entreprise. Ça peut aller aussi bien sur l'eau que sur l'énergie. Vous parliez tout à l'heure justement vos questions sur la gestion des déchets. Enfin voilà, il y a tout un panel d'actions possibles. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez visionner déjà le replay du webinaire, donc consacré au fonds tourisme durable. Je vais vous mettre le lien juste avant de quitter le webinaire et puis vous le retrouverez par mail. Donc, il y a ce replay sur le fonds tourisme durable. Vous avez aussi un site qui est consacré au fonds tourisme durable en région PACA et qui vous permet de tester votre éligibilité. Donc, très important, justement pour répondre à votre question par rapport au territoire et au code NAF. Et ensuite, sachez que au niveau de la date limite de dépôt des candidatures auprès de votre CCI, elle est fixée à la mi-février pour que justement le conseiller puisse venir vous rencontrer dans votre entreprise ou réaliser le diagnostic en visioconférence. Mais en tout cas, il faut faire ce diagnostic et ensuite, il faut que votre conseiller vous aide à préparer le dossier, vérifier qu'il soit bien complet. Donc, c'est pour ça que dépêchez-vous si vous êtes intéressé. Donc, on vous met également donc, la liste de vos conseillers CCI dédiés au fonds tourisme durable. Sachez que, pour information, la CCI du 04, donc des Alpes d'Haute-Provence, va proposer aux entreprises qui sont implantées dans le 04 un accompagnement à la labellisation aux écolabels. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CCI pour connaître les accompagnements qui sont proposés sur vos territoires. Donc, notre prochain webinaire, il aura lieu le mardi 1er février à 10 heures, donc sur la thématique optimiser mes achats responsables. Et je vais également vous mettre le lien dans le chat. Donc, à l'issue de ce webinaire, je vais vous envoyer un questionnaire de satisfaction par mail. Ce questionnaire, il va nous permettre en fait de savoir si ce webinaire, il a répondu à vos attentes et aussi de savoir si vous avez d'autres besoins sur le tourisme durable. Donc, selon vos réponses, on envisagera la possibilité d'ouvrir d'autres webinaires, donc courant février, sur d'autres thématiques. Voilà, bah écoutez, je vous mets les liens dans le chat et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci. Merci encore pour vos questions. Merci. Bonne journée. Au revoir.